Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La nouvelle version du cadre stratégique agricole canadien sera écrite à l'encre verte. C'est ce qu'affirme la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau. On savait déjà que la préoccupation environnementale serait en toile de fond de ce document, actuellement en renégociation entre Ottawa, les provinces et les territoires. La ministre Bibeau confirme maintenant que toutes les actions qui découleront du cadre stratégique s'appuieront sur l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre. Voici mon reportage. Le cadre stratégique agricole canadien est cette entente que l'on renouvelle aux 5 ans et qui établit les contributions des différents paliers de gouvernement dans des programmes agricoles ou agroalimentaires. Pour le Québec, par exemple, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars du gouvernement fédéral pour appuyer les programmes et priorités établis. On a vu dans ce que l'on appelle l'énoncé de Guelph, où se tenait la dernière rencontre des ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, que la préoccupation pour la période 2023 à 2028 va vraiment à l'agriculture et la production agroalimentaire durable. La ministre Marie-Claude Bibeau confirmait cette orientation marquée, alors qu'elle annonçait l'aide financière fédérale à 60 projets spécifiques à travers le pays, dans le cadre du programme de technologie propre en agriculture. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir des réalisations. Vous constaterez avec moi à quel point les productrices et les producteurs sont engagés à adopter des pratiques plus durables pour l'environnement partout au Canada. Adopter une nouvelle pratique ou technologie propre vient avec son lot de défis. Ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend souvent un soutien spécialisé aussi. Pour aider les productrices et les producteurs à avoir accès à des outils plus facilement, en juin dernier, notre gouvernement a lancé le programme des technologies propres en agriculture avec une enveloppe de 165,7 millions de dollars. L'objectif d'un des volets du programme est de soutenir l'adoption des technologies durables qui contribuent à réduire les émissions de GES dans une entreprise agricole. On vise 3 domaines prioritaires: l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et la bioéconomie. Le programme réserve 50 millions de dollars spécifiquement à l'achat ou l'amélioration de séchoirs à grains plus éco-énergétiques et 10 millions de dollars pour des systèmes d'énergie propre pour alimenter les fermes, comme le chauffage des poulaillers par exemple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'une première vague de 60 projets de partout au pays ont été financés dans le cadre du programme pour un total de 17,9 millions de dollars. Les 9 projets retenus au Québec dans cette première vague portent sur la conversion vers des combustibles moins polluants, l'adoption de technologies de précision, entre autres pour l'épandage chimique, et sur la construction de séchoirs à grains performants. Par exemple, la ferme Janor a reçu 420 000 $ pour un nouveau séchoir. L'une des propriétaires, l'agronome Marie-Claude Mainville. Essentiellement, on est sur 2 sites. On a un site qui est à Saint-Anicette, mais le projet a eu lieu sur le site qui est situé à Farnham. Alors, on est 7 actionnaires, dont 5 qui sont vraiment actifs dans l'entreprise. Ce qui est un peu particulier, c'est pas tous des liens familiaux qui nous unissent. Les personnes clés des entreprises sont copropriétaires avec nous. Mon père, c'est Orange, qui est vraiment le fondateur du groupe Janor. On est en production bovine et grande culture. À Farnham, tout ce qui était fait au champ était dirigé vers l'alimentation des animaux. Donc, il n'y avait pas de grains mis en marché. C'était vraiment pour nourrir les animaux, l'engraissement bovin. Et ce qu'on vendait, en fait, c'était du bovin. Donc, on a décidé de diminuer la production animale et puis de se diversifier davantage pour être en mesure de faire aussi de la vente de grains. Donc, on partait de zéro. Tout tourne autour, là, dans le fond, du silo séchoir qu'on a construit. Donc, c'est ça qui nous permet maintenant de pouvoir sécher des grains. Et bien sûr, il y a des silos pour l'entreposage. Il y a 2 énergies d'utiliser, l'hydroélectricité pour tout ce qui est moteur et ventilation,
et le propane est utilisé pour la partie séchage de grains. Bon, c'est quand même connu que l'hydroélectricité a peu d'émissions carbone et le propane a quand même une cote meilleure que d'autres carburants pour ce qui est de ses émissions de CO2. Le fonctionnement est assez simple du silo séchoir. En fait, dans le haut du silo, c'est là que la partie de séchage se fait. Donc, on rentre un lot de grains et une fois qu'il est séché, une fois qu'il est à la température et l'humidité désirée, on laisse tomber le grain au fond. Là, il y a un processus de ventilation qui fait que la chaleur qui est encore dans le grain retourne vers le haut pour continuer à sécher le prochain lot de grains. Donc, c'est un recyclage de la chaleur pour que ça soit le plus efficace possible. Ça gagne en popularité parce qu'il y a vraiment une économie aussi financière du propane qui est utilisé. Dans l'entretien que j'ai eu par la suite avec elle, Marie-Claude Mainville donnait l'exemple remarquable de la ferme Janor en matière d'environnement. C'est sûr que dans ce cas précis, c'était vraiment l'installation d'un silo séchoir, donc qui est reconnu quand même pour être plus éco-énergétique. Mais maintenant, si on élargit, là, moi, par exemple, ça fait déjà plusieurs années que je ne mets aucune potasse, aucun phosphore dans mes engrais. J'utilise seulement les engrais de ferme pour cette partie-là. Ça va faire maintenant à peu près 5 ans qu'on fait des engrais verts pour avoir une couverture de sol. Ça fait plusieurs années qu'on n'utilise plus la charrue, qu'on utilise des machineries qui vont travailler le sol plus en surface et laisser plus de résidus. J'ai fait à peu près 1 kilomètre de bande riveraine dans un cours d'eau en collaboration avec Brome-Missisquoi, le bassin versant Brome-Missisquoi. Pour nous, c'est en continu. C'est quelque chose qu'on doit faire d'année en année, différents projets pour s'assurer là, de faire une agriculture qui est aussi appréciée par la communauté. Pour moi, il y a le volet reconnaissance aussi qui est important dans cette partie-là. On occupe une grande partie du territoire, donc à mon avis, on a une responsabilité vis-à-vis tout ce qui est écologie finalement. Le niveau de conviction de l'ensemble de la communauté agricole, c'est inégal encore. Hein. Vous êtes probablement parmi et assurément dans le groupe de ceux et celles qui sont le plus convaincus là, de la nécessité de prendre des mesures comme celle-là. Là. Oui, c'est vrai, mais si je prends par exemple toute la bande riveraine que j'ai fait avec le reprofilage du cours d'eau avec l'organisme de bassin versant, c'est eux qui sont venus me voir. Donc, j'ai eu plus qu'un accompagnement. Ils sont venus me rencontrer en tant que propriétaire terrienne, dans un respect total, et puis ensemble, on a fait un projet. Donc, je pense que c'est un peu la clé, puis j'avais déjà eu une discussion MAPAC à ce niveau-là. Il faut plus qu'accompagner les agriculteurs, il faut aller les voir. Je comprends là, que des fois, il y a des défis de temps et de ressources à ce niveau-là, mais il y a différents projets aussi qui peuvent être multipartites, que l'UPA est impliqué, mais j'ai vraiment été pris par la main, voilà, c'est comme ça je peux le dire. Donc, je pense que les agriculteurs, dans leur esprit, vont être capables d'accueillir ça, mais des fois, la complexité fait qu'ils font pas le premier pas, voilà. Sur votre ferme, on y revient, la ferme Janor. C'est quoi les prochaines étapes, là, si on regarde toujours du côté environnemental? Prochaine étape, c'est sûr que par mon nouveau projet, là, que je suis moins concentré en production animale, c'est que je vais nécessairement plus diversifier ce qui est fait au champ, donc une meilleure rotation. C'est ce qui va suivre de notre redirection, si on peut dire. Certainement, les engrais verts vont rester. Maintenant, c'est sûr que c'est l'adoption de toutes les technologies qui peuvent faire, là, par exemple, de mettre comme il faut l'engrais ou l'herbicide de façon plus précise. Tout aussi ce qui est analyse de sol, géoréférencié, donc aller dans la micro-gestion, si on veut, du sol. Et puis, mais ça se fait vraiment dans un esprit. Je suis aussi dans un projet là, d'études pour des crédits carbone avec la compagnie Le GIAG. Donc, on regarde ça. Qu'est-ce qu'un sol en santé fait de mieux à ce niveau-là au captage du carbone? Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, à la limite, même aller vers les crédits carbone, qui pourrait donc être une façon de reconnaître à l'agriculteur ses efforts qu'il fait. Donc, certainement, on va continuer dans cette direction-là. Toute une gamme de mesures, là. Oui, mais global, plus dans un esprit global, en effet. Bien, Madame Mainville, merci infiniment. Au cours des prochains mois, d'autres projets devraient être approuvés et obtenir du soutien financier. Déjà, cependant, la ministre Bibeau se réjouit des initiatives du monde agroalimentaire. C'est en plein dans notre vision pour le secteur agricole et agroalimentaire. Nous voulons que le Canada continue d'être un leader en production alimentaire durable, tant sur le plan de l'environnement, mais aussi sur le plan économique et social. C'est un impératif de lutter contre les changements climatiques
mais c'est aussi ce que les consommateurs exigent de plus en plus. Pour ce qui est des négociations qui se poursuivent après l'adoption de ce que l'on a appelé l'énoncé de Guelph, j'ai demandé à la ministre Bibeau si l'orientation du cadre stratégique sera essentiellement verte. Monsieur Levesque, vous avez mentionné effectivement la déclaration de Guelph et ça donne déjà, je pense, une bonne idée. Les ministres des provinces, des territoires et moi, on s'est entendus pour avoir une déclaration qui donnait des orientations déjà très environnementales, très agriculture durable, non seulement écologique, mais aussi au niveau économique et au niveau social. Et aussi, vous avez remarqué que le volet compétitivité demeure quand même dans la réflexion absolument. Donc oui, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des programmes qui vont favoriser, inciter, encourager nos producteurs agricoles à aller dans la direction d'adopter des meilleures pratiques, d'avoir accès à des technologies éco-énergétiques aussi, sans oublier d'autres enjeux prioritaires comme la chaîne d'approvisionnement, comme la main-d'œuvre aussi. Mais vous pouvez vous attendre à ce que le prochain cadre stratégique soit écrit pas mal à l'encre verte quand même. Ici Lionel Levac. Ottawa, les provinces et les territoires ont jusqu'à l'automne prochain pour s'entendre sur les détails du nouveau cadre stratégique agricole canadien. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.